Radio Imo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, dans le 44e numéro qui va clôturer effectivement l'année civile. Nous sommes en décembre. Décembre, il fait très très froid dehors, couvrez-vous bien. À l'heure de la sobriété et de l'économie d'énergie, comme diraient certains politiques, mettez plutôt un col roulé. Voilà. Merci d'être avec nous pour ce 44e numéro. C'est le grand rendez-vous de l'immobilier, l'heure où le problème de l'énergie, vous le savez les amis, est de plus en plus préoccupant. On va vous proposer une émission complète. On va essayer de décrypter pour vous les aides à la rénovation énergétique des logements. Et c'est pas une mince affaire, n'est-ce pas mon cher Guillaume ? Oui, mon cher Sylvain, et avec nous pour faire le point global de fin d'année sur le sujet, pour décrypter les aides auxquelles vous avez droit, mais aussi pour faire face au processus, comment demander ces aides et éviter les arnaques, les litiges. On accueille ce soir plutôt, Monsieur Martin Laganne, porte-parole de l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Et comme chaque mois, nos experts répondront également à toutes vos questions. Ils sont agents immobiliers, ils sont avocats, notaires. Ils seront à notre micro tout à l'heure. Tout comme l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, avec Roselyne Conan, sa directrice générale, pour vous donner les clés de lisibilité sur vos projets résidentiels. C'est parti pour ce 44e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Martin Laganne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. On va vous recevoir aujourd'hui pour faire le point sur les aides à la rénovation énergétique. On peut dire que vous avez un job plutôt intéressant en ce moment parce que c'est vraiment le sujet du jour. C'est hyper important pour les propriétaires occupants bien évidemment, mais aussi pour les bailleurs parce qu'en 2023, le nombre de passoires thermiques seront interdites tout simplement à la location. Et comme de coutume, je vais laisser à Guillaume Chazoulière, le rédacteur en chef de Capital.fr, le soin de poser la première question. Avec le sourire. Bonjour, rebonjour Martin Laganne. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord revenir sur MaPrimeRénov', l'aide phare bien connue. Alors, cette aide qui a été lancée en 2020 a récemment fait l'objet de nombreuses critiques, notamment par le défenseur des droits, qui dénonçait des retards de paiement, des mauvaises estimations de primes. Où en êtes-vous dans le règlement de ces dysfonctionnements qui semblent toucher pas mal de propriétaires quand même. Y a-t-il eu dysfonctionnement, bien évidemment ? Alors d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais quand même commencer par rappeler que MaPrimeRénov', c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui a rencontré auprès des propriétaires français un certain succès. Depuis son lancement en 2020, c'est plus d'1,5 million de chantiers qui ont été lancés et 89% des bénéficiaires nous disent qu'ils sont satisfaits du dispositif. Et d'ailleurs, 66% d'entre eux nous indiquent qu'ils n'auraient pas fait les travaux s'il n'y avait pas eu cette aide. Donc ça montre bien que MaPrimeRénov' a été un élément déclencheur dans la dynamique en faveur de la rénovation énergétique. Et que c'est un dispositif qui permet de traiter un grand nombre de dossiers et qui permet justement d'accompagner un maximum de propriétaires vers une amélioration du confort de leur logement. Alors, quand on dit que 89% sont satisfaits, ça veut dire qu'il en reste certains pour lesquels le parcours a été plus complexe, soit qu'ils ont été confrontés à un bug informatique, un aléa de gestion, à des difficultés diverses. Et donc, la défenseur des droits a indiqué dans son rapport un certain nombre de situations sur lesquelles elle a alerté notre attention. Nous, évidemment, on a pris acte de ces recommandations. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que depuis un an, elle a recensé pas moins de 500 cas très compliqués pour des propriétaires. 500 cas, c'est 500 de trop. Mais je rappelle quand même que sur un an, elle en a recensé 500. Nous, par semaine, l'ANA, on instruit 25 000 dossiers. Donc, il faut quand même remettre ça dans un contexte. Et après, apporter une réponse adéquate aux personnes qui sont en difficulté pour justement ne pas les laisser en situation de difficulté. C'est pourquoi on a mis en place une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ces dossiers qui sont vraiment très particuliers, qui sont confrontés à une certaine complexité et qui va accompagner les ménages pour les remettre en fait, dans le parcours et les remettre en circulation pour soit débloquer l'aide, soit débloquer le problème qui est bloqué. Quand la défenseur des droits a publié son rapport, déjà 50% des dossiers qu'elle nous signalait avaient été résolus. Et nous, on continue de travailler en étroite collaboration avec ces équipes pour que justement les personnes ne soient pas laissées seules face à leurs difficultés pendant trop longtemps.
Aujourd'hui, le délai moyen de paiement d'un dossier, il est environ inférieur à 20 jours. Ça, c'est quand le dossier est complet et que tout se passe bien. Il peut être un peu plus long si on va diligenter un contrôle sur place pour s'assurer que les contrôles ont bien été faits. Voilà, il y a différentes raisons, mais en moyenne, on paye les dossiers sous 20 jours. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Quand il y a des problèmes, on essaye de les résoudre dans les meilleurs délais. Voilà. Après, il faut remettre dans son contexte. Les bénéficiaires de MaPrimeRénov' expriment très largement une grande satisfaction à l'égard du dispositif. Bon, il faut rappeler effectivement que c'est de toute façon un dispositif qui est assez récent. Tout à fait. C'est 2021. Alors, le dispositif a été lancé en 2020, en plein pendant la pandémie. Et la première année, on a distribué 200 000 aides. La deuxième année, 750 000 aides. Désormais, le dispositif est ouvert à tous. Et donc, on voit qu'il y a un véritable succès. Ça a permis une véritable dynamique. Alors, vous avez sur les dossiers une écrasante majorité de maisons individuelles. C'est bien ce qu'on vous reproche aussi dans une certaine mesure, mais en même temps, quand on voit le délai d'instruction des dossiers en copropriété, on comprend effectivement la force d'inertie, et c'est juste, et vous avez raison de le souligner. Bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure hors antenne. Le budget de MaPrimeRénov' va augmenter de 200 millions d'euros cette année pour atteindre 2,6 milliards, quand on sait qu'effectivement le chantier colossal de la rénovation énergétique pèse, selon les professionnels, plus de 100 milliards d'euros. On peut se dire, voilà, c'est pas énorme en tant que tel, mais c'est déjà pas mal, comme dirait l'autre. Quels sont concrètement les travaux et les profils de propriétaires, notamment, qui bénéficient le plus de cette aide? Je le rappelais tout à l'heure, est-ce que vous confirmez le fait que c'est surtout des maisons individuelles qui en bénéficient? Oui. MaPrimeRénov', vous l'avez rappelé en introduction, elle a été créée pour remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, qui bénéficiait très largement aux ménages les plus aisés. Le gros avantage de MaPrimeRénov', c'est qu'elle est ouverte à tous les propriétaires. C'est-à-dire que vous soyez propriétaire occupant, donc qui habitez dans le logement, propriétaire bailleur, qui mettez votre bien en location, vous y avez droit. Vous habitez en maison, vous habitez en appartement, vous y avez droit. Vous voulez financer dans votre copropriété des travaux en partie privative ou en partie commune, il y a une aide pour chacune de ces situations. Donc MaPrimeRénov' permet d'apporter une aide à toutes les situations de propriétaires qui souhaitent s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Vous l'avez dit, MaPrimeRénov', on l'a dit, c'est beaucoup de dossiers, c'est une grosse réussite. Et aujourd'hui, sur les 700 000 à peu près logements que l'on finance par an, en effet, c'est pour beaucoup d'entre eux des maisons individuelles. Néanmoins, sur les copropriétés, on observe une véritable dynamique. On a financé la rénovation de 12 000 logements l'année dernière. Cette année, ce sera beaucoup plus. Et donc, l'important, c'est d'inscrire tous ces moyens dans la durée. Et c'est ce que fait le gouvernement, puisque depuis 2020, 2021, 2022 et en 2023, en fait, l'Agence nationale de l'habitat a des moyens qui lui permettent d'atteindre ses ambitions. 12 000, c'est du logement collectif, on est d'accord. 12 000 logements en copropriété. Et l'année prochaine, on en fera, et cette année, du coup, on en fera sur à peu près plus. Combien de dossiers instruits? Ils sont tous instruits. Sur 750 000 dossiers environ? Oui, voilà, sur environ 700 000 logements. Un gros 10% de logements collectifs et un 90% de logements en monopropriété, c'est-à-dire des maisons individuelles. Et donc, pour répondre à votre question sur les ménages qui en bénéficient le plus, c'est quand même la grosse avancée de MaPrimeRénov', c'est qu'aujourd'hui, 70% des ménages qui bénéficient de MaPrimeRénov' sont des ménages de revenus modestes ou très modestes. Là où un modeste, très modeste, des chiffres? C'est les 40 premiers déciles de la population. Déciles, ça veut dire? Ça dépend, en fait, ça dépend de la composition de votre foyer. Selon que vous habitez en région Île-de-France ou ailleurs, que vous ayez des enfants ou pas, le niveau de revenus... mais on peut retrouver ces niveaux de revenus où? Alors, vous pouvez les retrouver sur le site France Rénov', évidemment, francerénov.gouv.fr. Et surtout, on en parlera après, mais dans vos espaces conseils France Rénov', lorsque vous préparez votre projet. Mais donc, pour répondre à votre question, les ménages qui bénéficient très majoritairement de MaPrimeRénov' sont des ménages de revenus modestes, ce qui est une vraie avancée sociale par rapport au CITE. Alors, justement, allons-y un peu plus dans le concret. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples par profil de propriétaire, modeste, très modeste, ou très modeste, modeste par profil de propriétaire, quels sont les travaux, les types de travaux qui sont le mieux subventionnés, le mieux pris en charge par MaPrimeRénov'? Et puis on dira aussi que tout ça, c'est une prise en charge et que dans le dispositif, ça se complète avec d'autres aides. Tout à fait. Alors je vais répondre à votre question, c'est important, je pense que vos spectateurs puissent se projeter vers quelque chose de concret et qu'on sorte de la théorie. Qu'on ait une illustration avec des foyers, on va dire, modestes, hein, pour pas dire très modestes, parce qu'il y a beaucoup de petits propriétaires, très modestes, ça vous le savez aussi, et
on va dire, le classe moyenne. Voilà, Classe moyenne, pour qu'on ait une idée un petit peu du pourcentage de prise en charge, ça parlera plus à ceux qui nous écoutent. Et sur quel type de travaux? Juste une mise en garde avant. Attention à ne pas tomber dans la tentation de construire un projet en fonction des aides disponibles et de jouer un peu à la meilleure optimisation des aides publiques. Quand même. C'est important. Les aides, elles sont là pour réduire le reste à charge, mais l'important, c'est de commencer par bien définir son projet en fonction de ses besoins et des besoins du logement et des caractéristiques ça propres sera du le rôle logement. de France Rénov', on l'abordera dans C'est ça. Et ensuite, on mobilise les aides adéquates. Alors, sur les aides, si on prend par exemple un pavillon d'un ménage aux revenus très modestes et qui souhaite faire une rénovation globale, c'est-à-dire faire une isolation, des façades, des combles, peut-être changer le système de chauffage aussi en installant quelque chose comme une chaudière à granulés ou une pompe à chaleur. Sur un pavillon moyen, on va dire qu'il va en avoir entre 30 et 35 000 euros de travaux, parfois jusqu'à 40. L'aide de l'État, imaginons qu'il était en étiquette F et qu'il va passer en étiquette D ou C, voilà, des travaux qui permettent un gain. Généralement, on constate un gain de plus 50%, un gain énergétique moyen de plus 50%. Dans ce cas-là, l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, couplée au bonus sortie de passoire, puisqu'il a quitté l'étiquette F, va lui permettre de toucher une aide à minima de 16 500 euros. D'accord. À ça, vous pouvez ajouter des C2E. À ça, vous pouvez ajouter des certificats d'énergie, exactement. Et les aides locales. Vous avez des aides locales de votre intercommunalité, de votre département, de votre région. Et donc, on constate, nous, sur le cas d'un foyer que le ministre du Logement est allé visiter il y a 15 jours, sur environ 35 000 euros de travaux, la personne avait touché plus de 22 000 euros d'aide publique. Ça, c'est le cas, c'est très clair en tout cas. Ça, c'est une rénovation énergétique importante. C'est le cas du ménage très aidé, parce que la rénovation globale est poussée. Est-ce que vous avez d'autres... Tout à fait. Non, mais alors justement, on va préciser. Quand on a 35 000 euros de travaux, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres, 35 000 euros de travaux et qu'il y a 22 000 euros d'aide, c'est quoi le niveau de revenu de ce foyer ? C'est un très modeste. C'est un très modeste. C'est quoi un très modeste ? Par exemple, ça dépend s'il a des enfants ou pas, mais grosso modo, si un couple avec... Voilà, couple, 2 enfants, allez. Il faudrait regarder sur France Rénov', mais ça va être moins de 30 000 euros. Ouais. Alors ça, c'est le cas de celui qui est le plus subventionné aujourd'hui ? Exactement, dans le cas d'une rénovation globale. Les plus modestes ont plus d'aide et ceux qui sont un peu plus ont un peu moins. Ça semble plutôt équitable. Et puis il y a 2 choses à prendre en compte. C'est les plus modestes, vous l'avez dit, et puis la rénovation globale. C'est ça, parce que les aides sont mobilisées sur la rénovation globale. Maintenant, est-ce que vous avez un autre exemple d'un peu plus fortuné, on va dire, et qui ne ferait pas une rénovation globale, mais qui voudrait juste changer des fenêtres, par exemple Alors, les fenêtres, c'est peut-être pas le meilleur exemple. On essaye d'aller vers... Voilà. Par exemple, une pompe à chaleur, il va pouvoir mobiliser jusqu'à 4 000 euros pour l'installation d'une pompe à chaleur. Et comme ça, surtout... Sur un coût global de combien ? C'est combien un coût ? Ça va varier, mais ça va être entre 7 et 10 000 euros. 7 et 10 000 euros. 4 000 euros pour MaPrimeRénov', pour un foyer... Avec pour un foyer intermédiaire. Intermédiaire, et auquel je peux rajouter là encore des C2E, etc. Ou... Tout à fait. Donc là aussi, c'est plutôt bien subventionné. Qu'est-ce qui est mal subventionné finalement ? MaPrimeRénov', le montant, ce qu'il faut retenir, au-delà des chiffres, c'est que le montant de MaPrimeRénov', il est calculé en fonction de vos moyens et en fonction de l'efficacité énergétique des travaux. Ouais. Donc on va financer davantage les travaux qui vous permettent le plus grand gain énergétique. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, un changement de fenêtre pour un ménage, par exemple, intermédiaire, là, ça sera plus trop pris en 40 euros par fenêtre. Quoi. Mais parce que aussi, on a besoin de pousser les travaux les plus ambitieux possibles pour réaliser la rénovation la plus performante possible. C'est clair. Juste un petit mot sur il y a des aides complémentaires. Je sais bien que c'est pas dans votre spectre direct, mais quand même, le coup de boost changement de chaudière à fioul, il a été annoncé par le gouvernement. Donc là, je change ma chaudière. Et tout à fait. Qui peut en bénéficier ? Vous avez le coup de boost, changer sa chaudière au fioul, c'est très important. On a un enjeu majeur qui est celui de décarboner notre parc de logement. Ouais. Et donc, le gouvernement, pour ça, a mis en place plusieurs aides. Et premier acte, au moment du plan de résilience dès mars 2022, les forfaits MaPrimeRénov' pour les systèmes de chauffage propres, donc les chaudières à granulés, les pompes à chaleur, les chauffe-eau solaires par exemple, ont été majorés de 1 000 euros. D'accord. Donc première aide, 1 000 euros supplémentaires sur les forfaits MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, il faut savoir que 86% des systèmes de chauffage installés, financés par MaPrimeRénov' sont décarbonés. Donc c'est une vérité. Ça permet, ça permet de sortir quand même des énergies fossiles. C'est très important. C'est important pour le pouvoir d'achat des ménages quand on regarde les prix de l'énergie qui augmentent. C'est important pour la planète. Et puis c'est aussi important pour la souveraineté énergétique de la France quand on voit les difficultés d'approvisionnement en énergie fossile. J'en arrive au coup de boost. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien parce que
pardonnez-moi, mais on est un peu journaliste aussi. C'est-à-dire que quand vous parlez de souveraineté énergétique avec les délestages auxquels j'ai assisté le week-end dernier, par exemple, où j'étais chez moi et qu'on m'a tout coupé pendant 1 heure, je veux dire, non, mais c'est intéressant que vous parliez de ça, parce qu'en ce moment, ça fait vraiment écho, quoi. Tout à fait. Hein, c'est tout à fait. C'est un vrai sujet, l'énergie, là, en ce moment. En ce moment, c'est un vrai sujet pour nos concitoyens. Et donc, premier acte en mars 2020, déjà, pour lancer. Et puis, deuxième acte, maintenant, avec ce coup de boost sur le fuel. Donc, c'est une prime, en fait, qui... Pardonnez-moi, mais le coup de boost sur le fuel, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à terme, tous ceux qui ont une chaudière... tous les ménages... Tous ceux qui ont une chaudière à fuel, on change, on est d'accord. L'idée, c'est... L'objectif, c'est la décarbonation des logements. Mais bien sûr. Donc, de sortir des énergies fossiles. Le coup de boost, il n'est pas fait pour aider ceux qui ont des chaudières à fuel, mais à terme, pour changer les chaudières à fuel. Alors... il n'est pas là pour prendre en charge la hausse du prix du fuel. Il est là pour financer le changement de chaudière. Tout le monde y est éligible à partir du moment où il possède une chaudière à fuel et qu'il installe un système de chauffage pompe à chaleur, chaudière à granulés. Donc allons vite, parce que c'est de combien ? 1 000 €. 1 000 Alors, ça va dépendre mais ça peut aller jusqu'à 1 500 €. Pour tout le monde. Tous ceux qui changent. Le critère, c'est d'avoir une chaudière à fuel et de pouvoir la changer. D'accord. Donc, y compris un ménage supérieur aux revenus très qui installe une chaudière à granulés c'est en m'adressant à vous, à France Rénov'. Non, là pour le coup, c'est lorsque vous valorisez vos certificats d'énergie, les fameux C2E dont on parlait tout à l'heure. D'accord, donc moi il va falloir que je me renseigne. Vous allez quand même m'accompagner là-dessus si je ne suis pas au courant de... C'est la grande force de France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat dont on va parler tout à l'heure, je crois, mais qui est là en fait pour vous aider à construire votre projet et donc à identifier les travaux à faire chez vous, qui va vous aider à mobiliser toutes les aides disponibles, qu'elles soient nationales. On parler de cette aide. Exactement. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Et d'ailleurs, vous disposerez bientôt d'un accompagnateur. Nous aurons des accompagnateurs qui vont nous donner des éléments. Un effectivement, petit mot et on passe à l'autre interview. Excuse-moi. Vas-y, tu voulais parce que tu voulais. Vas-y. Non, mais... le dernier aide, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Il a été renouvelé. Éco-PTZ. On n'y comprend plus rien. Il y a un seul prêt, 2 prêts. C'est quoi l'éco-PTZ aujourd'hui ? Il a été simplifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'instruction des dossiers MaPrimeRénov', qui peut prendre un certain temps, le temps que votre dossier soit complet, une fois que l'ANA vous a délivré votre aide MaPrimeRénov', la banque que vous sollicitez pour bénéficier d'un prêt pour financer le reste à charge, ne va pas reprendre l'intégralité de l'instruction, elle va s'appuyer sur la validation et la notification de l'aide de l'ANA pour dire votre dossier il est correct, il est plein, et donc on réduit les délais d'instruction des ménages, et donc les banques pourront délivrer plus rapidement cet éco-prêt à taux zéro pour que les ménages qui ont un reste à charge puissent le financer avec un prêt à taux zéro. D'accord, et ce prêt, je peux le solliciter quel que soit mes niveaux de revenus ? Non, il est soumis à condition de ressources. Oui, c'est logique comme le PTZ classique. Juste, ce sont les énergéticiens qui eux-mêmes instruisent les C2E, c'est bien ça? Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Martin Lagarde. Restez avec nous. Avec plaisir. Merci. Pour la deuxième partie de l'émission, on vous posera des questions, effectivement. Des questions qui ne sont pas toujours très drôles, notamment sur les possibilités de l'arnaque, sur la véracité des dossiers, etc. Et donc, du coup, effectivement, vous allez aussi nous aider à y voir plus clair. On va passer tout de suite à la séquence que vous préférez tous les mois. Ce sont les experts qui viennent ici pour vous donner les conseils qui vont bien pour vos projets immobiliers. On se retrouve tout de suite pour Ça vous concerne. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Voilà, rebonjour à toutes et à tous, 44e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne, votre séquence mensuelle. C'est le moment de recevoir notre première experte. Elle va répondre à vos questions. Elle est posée d'ailleurs sur le groupe Facebook des proprios gérés par nos amis de Capital, n'est-ce pas Vincent, comment ça va? Oui, ça va bien. Comment il va, merci. Vincent, aujourd'hui? Il va bien. Bon, Vincent est très en forme. Oh, voilà. toujours. Et on a une agente immobilière. Ouais, chasseuse d'immobilier. Julie Louis qui est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. On va aller à la Bienvenue. chasse. C'est ça. On part à la chasse aux questions déjà avec celle de Caroline. Elle commence ses recherches pour acquérir un appartement à Grenoble. Elle se demande si elle va payer moins cher en passant par un particulier plutôt que par une agence. Elle est tentée, Caroline. Éternelle question, Qui revient à la effectivement. mode, alors. Oui, tout à fait. Donc, merci Caroline de cette Ça, c'est question. vrai. Alors, pour vous répondre, j'aurais envie de vous dire théoriquement peut-être, mais en fait, en pratique, non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut paraître un peu abrupt comme réponse. La première raison, c'est que les particuliers, quand ils vendent en direct, peuvent avoir tendance à se dire que si l'intermédiaire immobilier peut ajouter ses honoraires au prix de vente du bien, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas la même chose. Donc, dans ces cas-là, vous paierez pas moins cher en passant par un particulier. C'est-à-dire que le particulier, il va augmenter le prix. gonfle. Quoi. Il gonfle en se disant finalement, si ça passe, pourquoi pas. La c'est deuxième bien. raison, alors qui est un peu plus louable, c'est que les particuliers ont souvent une relation assez affective avec leur bien. Donc ils peuvent avoir tendance à le voir un peu plus beau qu'il n'est. Et là encore, on va être plutôt dans la surévaluation du prix. Mais la vraie raison de ma réponse, c'est qu'en fait, estimer la valeur d'un bien, ça ne s'improvise pas. En fait, ça demande même une réelle expertise que pourra apporter un professionnel de l'immobilier. Parce que non seulement il va tenir compte objectivement, lui, des qualités, mais aussi des défauts du bien. Ça, c'est la première Il y aura des chose. points de comparaison aussi. Bien sûr, il va effectivement tenir compte de l'état du marché à l'instant T. Il ne va pas simplement regarder le bien, mais tout le contexte autour. Et la dernière raison, notamment quand on est sur un bien en copropriété, c'est qu'il va tenir compte de tous les éléments relatifs à sa gestion et à son état. Donc, pour être très clair, par exemple, s'il y a un ravalement ou pour être dans les sujets d'actualité des travaux de rénovation énergétique, par exemple, à prévoir. C'est un gros poste de dépenses à venir et lui en tiendra compte dans son estimation, ce que ne fera pas nécessairement un particulier. Donc, en résumé, Caroline, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de l'immobilier parce qu'au-delà du juste prix, en plus, il vous accompagnera tout au long de votre projet, il vous fera gagner du temps et de la sérénité, ce qui n'est pas inutile. Deuxième question maintenant, une question de François de Lille pour vous, Julie Louis. Notre acheteur se demande s'il est possible de négocier les frais de notaire. Ah, encore une question prix, hein. Décidément, on est dans Pouvoir d'achat. Exactement, pouvoir d'achat. Alors, j'imagine, François, quand vous nous parlez des frais de notaire, que vous nous parlez des frais d'acquisition, c'est-à-dire la somme que chaque acquéreur doit verser au notaire au moment de la transaction. Pour rappel, d'ailleurs, il représente quand même 7 à 8% du prix du bien, donc on comprend la question de les négocier quand on est dans l'ancien et 2 à 3% quand on est dans le neuf. Mais ils sont loin de constituer uniquement la rémunération du notaire, il faut le savoir, puisque en fait, ils sont majoritairement constitués par des taxes et impôts que le notaire va collecter pour l'État et les collectivités locales, mais qu'il va reverser. Ensuite viennent tous les frais qui sont liés aux formalités liées à la transaction. Et enfin, reste une toute petite partie, environ 1%, qui représente la rémunération du travail du notaire. Donc voilà, déjà, c'était important de refixer ça. Donc, pour revenir à la question de François, est-ce qu'on peut négocier ? Alors, clairement, sur la partie impôts, taxes et formalités, là, pas de marge de manœuvre, pas de négociation. En revanche, sur les frais de notaire, il y a un levier qui existe. Depuis 2016, sauf erreur, en fait, les notaires ont effectivement le droit d'accorder une remise à leur clientèle. Dans des cas particuliers, il faut que la transaction, que le bien ait une valeur d'au moins 150 000 euros et cette remise sera plafonnée à 10%. Donc on reste quand même sur quelque chose de toute façon d'assez contraint. Mais sachez, François, que votre notaire, même s'il a très envie de vous accorder cette faveur, se posera la question parce que comme leur rémunération est extrêmement encadrée et réglementée, s'il vous accorde cette remise, il aura l'obligation dorénavant de l'accorder à tous ses clients éligibles. Donc, il y a une marge de manœuvre éventuelle, mais elle reste assez mineure.
Donc c'est à négocier, mais à regarder de près. Et c'est pas dit qu'il y arrive. C'est pas notre gagné, ami, comme on dit, effectivement. François. Voilà. Merci beaucoup, Julie vous en Louis, prie. Merci à vous. chasseuse d'immobilier. On vous retrouve sur homeliu.com. Voilà, tous vos travaux et toute l'équipe d'homeliu.com. Merci à tous les deux et on va retourner effectivement avec un autre expert que vous écoutez d'ailleurs chaque mois, c'est un notaire, on va l'attendre d'une minute à l'autre pour la deuxième partie de Ça vous concerne. À bientôt. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire avec Orpi. Et voilà, de retour pour ce 44e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Comme on vous le dit chaque mois, on visite les territoires. Alors là, je ne vais pas bouder mon plaisir. J'habite dans ce territoire, voilà, dans le Val-de-Marne. Et on a la vice-présidente d'Orpi France qui est avec nous et qui est spécialiste du Val-de-Marne. C'est Corinne Bérec. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. On est ravis de vous recevoir sur le plateau pour justement cette visite mensuelle que l'on fait avec vous et votre réseau sur les territoires. On va faire un point marché sur le Val-de-Marne. Question plus générale, alors je sais qu'on vous la pose souvent. Comment se porte actuellement le marché du Val-de-Marne en ce moment, compte tenu d'un marché un peu irrationnel depuis quelques semaines avec les crédits, les problématiques différentes ? Alors le marché est un peu tendu, certes, un peu anxiogène, forcément, puisqu'on a un contexte en fait anxiogène. En revanche, sur le nombre de compromis, on peut voir qu'on a dépassé les 41 000 compromis sur la même période de 2021, ce qui veut dire que c'est quand même une année qui est une bonne année. On revient sur un marché un peu plus sage. Au niveau des prix, on a effectivement baissé sur l'ensemble de l'Île-de-France sur des compromis à peu près en baisse de 10%. En baisse de 10%. Oui. Est-ce que ça a un impact sur les prix ? Légèrement, pas encore. On l'a pas encore énormément ressenti. En fait, on a nos durées de vente donc qui s'allongent. On a de plus d'acquéreurs. Donc, dans le bénéfice pour les acquéreurs, c'est qu'effectivement, on peut leur consacrer plus de temps et ils doivent prendre leurs décisions. Ils peuvent acheter d'une manière plus sereine. Alors, quand vous dites ils achètent plus sereinement, est-ce que, par exemple, à l'instar de vos collègues agents immobiliers, on voit sur cette région très dynamique, elle est traversée par le projet du Grand Paris, on voit, par exemple, une baisse significative des dossiers à cause, par exemple, des refus de crédit. Alors, je prends le CAFPI France, qui a communiqué sur 45% de dossiers refusés par les banques. Est-ce que là aussi, Corinne Bérec, ça a un impact, par exemple, dans cette région très dynamique ? Bien sûr, ça a un impact. On a de plus en plus de refus. Malheureusement, on voit qu'on a un marché qui est complètement déséquilibré parce que ces refus de crédit, ils sont en fait sur les prix en fait de nos clients moyens en fait, et c'est eux qui sont impactés. En revanche, comme le haut de gamme n'est pas encore impacté, ils n'ont pas de problème d'obtention de crédit. Alors justement, une petite question, merci Sylvain. C'est un marché très hétérogène, le Val-de-Marne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite photographie à instant T justement de ce marché avec des villes qui sont plus à la peine et puis des villes qui sont plus dans le dynamisme, on va dire, en transaction, voire en prix avec des prix moyens ? Alors 2022, on a par exemple des agences, beaucoup de confrères en Seine-et-Marne qui ont eu un marché très dynamique pendant le premier semestre grâce au neuf. Donc en fait des villes avec beaucoup de constructions neuves. En revanche, dans une même ville où on a un marché en fait qui est très hétérogène. On peut avoir du très haut de gamme comme des villes comme Vincennes, où là effectivement il est quand même impacté. Et puis on a des villes en fait comme Champigny-sur-Marne où on a un marché de maisons qui est moins impacté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de problème de DPE, de passoire énergétique. Les gens gèrent leur chauffage eux-mêmes et on a toujours besoin effectivement de verdure. On est plus impacté en revanche dans les constructions des années 50, 60 avec des DPE qui sont mauvais. Oui, alors justement, le calendrier et le compteur a commencé à tourner à partir de janvier 2023 sur les étiquettes F et G. Est-ce que ça aussi, effectivement, ça va impacter le marché locatif du Val-de-Marne, où on voit qu'il y a une tension quand même au niveau démographique importante. Il n'y a quand même pas énormément de biens à la location. Est-ce que vous le sentez, vous, la tension locative sur le Val-de-Marne ? On l'a toujours eu et on l'aura toujours. Malheureusement, effectivement, on va moins... Il n'y a pas assez de biens loués. Voilà, s'il y a moins de ventes, malheureusement. Et puis, il y a toujours ce déficit, ce fameux déficit de logement
logements qu'on cumule. De logements neufs, voilà, notamment. de logements Oui. neufs. Voilà. Donc en fait, notre problème, il est très inquiétant pour les gens qui n'ont pas des gros budgets, parce qu'en fait, ça déséquilibre encore un peu plus le marché. On va prendre les prix du mètre carré. En moyenne, ça va de combien à combien? Alors, vous m'avez donné hors antenne une information hallucinante. Effectivement, un superbe projet à Joinville neuf, qui s'est vendu très cher. Vous voyez, plus de 13 000 et plus de 13 millions dans la journée. C'est... Effectivement, tous les appartements, les duplex se sont vendus. C'est au bas du métro ou... C'est à côté du RER, c'est pas loin du bois de Vincennes, et donc c'est atypique. Donc là, effectivement, ça s'est vendu entre 1,7 million et 1,9 million dans la même journée. En fait, il y a un marché pour ça. Il y a un vrai marché. Il y a un marché pour ça. Malheureusement, effectivement, les gens qui ont un budget entre 300 et 400 000 euros, qui achètent effectivement déjà des beaux appartements en 3 pièces, là, ils sont impactés parce qu'ils ont, eux, des refus de crédit. Si on prend, par exemple, la moyenne basse et la moyenne haute, dans le Val-de-Marne, ça va de combien à combien, par exemple? Ça va de 2000 à... J'exagère peut-être pas 2000, mais... Non, plutôt dans les 4000. Et puis, en fait, on a des villes comme Vincennes ou des villes où le neuf peut être à plus de 13 000 euros le mètre carré. Et effectivement, il se vend encore très bien. Alors, oui, un petit Guillaume. mot peut-être sur les villes, parce qu'il y a un projet, le projet du Grand Paris, et je crois que le Val-de-Marne est pas mal impacté, enfin impacté dans le sens positif. Oui, il vaut mieux, c'est sûr. Terme. Est-ce que ça a un effet justement sur les prix, sur les villes qui sont traversées par ce Grand Paris? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent justement pour investir? Est-ce qu'il y a encore quelques villes sur lesquelles ça mérite d'investir, qui ne sont pas encore tout à fait hyper bankable aujourd'hui, mais demain vaudront la peine et on pense à Vitry, on pense à Kremlin, on pense à peut-être Villejuif, Villejuif, voilà. Voilà, où on en est là-dessus. Des secteurs qui se rénovent énormément. Donc en fait, plus on a un transport qui est facile pour un accès à Paris, effectivement, plus ça va monter. Donc je pense qu'il y a encore des bonnes opportunités. De toute façon, que ce soit une ville comme Vincennes ou Villejuif, ce qu'il faut se dire effectivement, c'est que on est toujours mieux à être propriétaire qu'être locataire. C'est un vrai atout, même si c'est difficile d'obtenir des crédits. En revanche, on est vraiment beaucoup plus protégé. On a des assurances chômage. Si on a des difficultés, on peut négocier avec son banquier des reports d'échéance. Donc effectivement, il vaut toujours mieux être propriétaire et bien encadré par son agent immobilier. Et si on veut porter un projet sur l'Île-de-France et en particulier sur le Val-de-Marne, la solution, c'est de passer par vos agences, Corinne. Bien sûr, parce qu'on a des commerciaux qui sont formés par exemple à la loi résilience et climat, des commerciaux et des collaborateurs qui vont pouvoir en amont écouter leurs propriétaires, leur trouver des bonnes solutions. Ils vont pas forcément, parce que beaucoup de propriétaires là veulent faire des travaux, mais il faut peut-être d'abord qu'on les conseille pour pouvoir être à même après de prendre des bonnes décisions et de pouvoir vendre dans les meilleures conditions possibles, bien encadrées. Une dernière question sur la location. Vous faites aussi de la gestion locative. Oui. La particularité chez Orpi, c'est d'être vraiment professionnel sur les 3 métiers, syndic, administration de biens et transactions. Au niveau locatif, est-ce que ça reste, quand on compare par exemple avec la première couronne ou Paris Intramuros, quand même encore abordable de se loger à un prix, on va dire, relativement correct dans le Val-de-Marne globalement? On a des valeurs locatives. Alors, je vous donne les chiffres que j'ai en ma possession. Ça va de 17,50 € jusqu'à, effectivement, Saint-Mandé, Vincennes. Ça peut monter jusqu'à 35-40 € même du mètre carré, quasi aussi cher que Paris. L'Île-de-France est très étendue, donc on peut avoir des villes comme le début de la Seine-et-Marne, en fait, qui sont finalement d'un accès relativement facile à Paris, qui peuvent être de très très bons compromis pour des locataires qui veulent bénéficier de verdure et puis d'un accès sur Paris et être logés encore correctement. Si on prend par exemple un T2 à Champigny, relativement bien placé, pas trop loin du RER, c'est un loyer de combien en moyenne ? Entre 1000 et à peu près 1000 €. Ah oui, quand même. Donc on voit bien que quand même... Si on est près du RER, après plus on s'éloigne, on va être plutôt dans les... mais on voit bien que ces villes qui n'étaient pas très chères, parce que c'était un dernier bastion communiste qui a basculé il n'y a pas longtemps, comme à Villejuif d'ailleurs, ou d'autres villes, on voit que les valeurs locatives, en fait, elles n'ont cessé de monter quand même. Champigny a beaucoup monté parce qu'il y a la conjonction de 2 événements. Il y a eu effectivement une ville qui est restée très longtemps un bastion du communisme et qui a basculé à droite, et puis effectivement l'arrivée du Grand Paris avec un accès plus facile
facile. Donc, et puis toujours des parcs, les Bornes-Marne. Merci beaucoup, Corinne Bérec. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente d'Orpi France et vous avez votre réseau immobilier, vos agences Orpi qui sont installées notamment en Ile-de-France et en particulier dans le Val-de-Marne. Si vous souhaitez vous installer dans le Val-de-Marne, vous n'hésitez pas, on peut faire appel à vous directement. On va se retrouver pour notre séquence territoire, effectivement, le mois prochain. Et le mois prochain, on sera en 2023. Voilà, d'ici là, on va se réchauffer parce qu'il fait quand même très froid. Prenez bien soin de vous et on va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle séquence d'Orpi Territoire. Merci. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Rebonjour, 44e numéro, le rendez-vous pour poser toutes les questions immobilières aux experts qualifiés. Ça vous concerne avec un nouvel expert, Vincent, c'est notre super notaire de Paris. Nathalie Cousigou-Suaz. Salut Nathalie. Bonjour à tous, bonjour chers Nathalie, amis, heureux bienvenue. de vous retrouver. Des questions pour vous posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Voici la première. Okay. Léa est intéressée par l'achat d'un appartement actuellement occupé par un locataire. Alors ça la gêne pas parce qu'elle souhaite prendre possession, y habiter à partir de 2026. Léa, notre auditrice, le locataire est âgé de 66 ans. Le bail arrive à reconduction en janvier 23. Léa, est-ce qu'elle pourra donner congé à son locataire sans difficulté en 2026 ? On est sur des questions de reconduction de bail. Eh oui, mystère. Ouais, et là, effectivement, c'est une question extrêmement importante pour Léa, puisque Léa aura besoin en 2026, d'après ce que je comprends, alors est-ce qu'elle sera plus en détachement professionnel, d'intégrer le bien pour y habiter. Alors, a priori, il y a un locataire dedans. Alors, le locataire n'a pas automatiquement un droit de préemption si on vend le bien loué. Et ce qui est le cas, et manifestement, d'après les dates, j'ai l'impression que le précédent propriétaire, il a peut-être loupé le délai pour donner congé pour vendre à son locataire, parce que n'oublions pas, c'est à la fin, c'est dans les 6 mois de la fin du bail que l'on doit donner congé. En fait, donc la notification du congé pour vendre doit se faire 6 mois avant la fin du bail. Et là, manifestement, le délai est passé puisque le bail s'achève en janvier 2023. Demain, ouais. Donc, il va se reconduire pour 3 ans. Alors, Léa, notre auditrice, elle doit bien regarder les dates. C'est l'article 15 qui nous occupe de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les rapports locataires-propriétaires-bailleurs, qui indique que lorsque le bail en cours s'achève moins de 2 ans avant la date d'achat, eh bien, en tout état de cause, on pourra donner congé au locataire, mais pas avant l'expiration d'un délai de 2 ans. Concrètement, le locataire, il a encore 2 ans pour se retourner, même si son bail arrivait à échéance avant la fin du délai de 2 ans. Là, on n'y est pas. Notre Léa, a priori, elle va pouvoir donner congé dans les 6 mois de l'expiration du bail, donc avant 2026, avant le 6 mois avant le 8 janvier 2026. Donc tout est bon, sauf que, attention, il a 66 ans, il a 66 ans. Et là, c'est le 3e de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui protège le locataire, mais il faut 2 conditions cumulatives. C'est-à-dire que le bail se renouvelle automatiquement au profit du locataire quand il est âgé de plus de 65 ans, mais ça ne suffit pas, si ses ressources sont inférieures au plafond nécessaire pour avoir un logement social. Alors, de mémoire, parce que j'ai regardé les chiffres il y a longtemps, mais de mémoire, pour une personne seule en Ile-de-France pour 2022, c'était 24 111 € annuels. Donc là, certes, le locataire, il a plus de 65 ans, donc il y a la première condition, mais il faut quand même que Léa se renseigne sur les ressources de son locataire, parce que sinon, le bail va se reconduire automatiquement. Et donc Léa, jusqu'à la mort de ce jusqu'à ce que la mort s'en suive, comme on dit, sauf si Léa a elle-même plus de 65 ans. Dans ce cas-là, elle peut le récupérer et sans condition de ressources. D'accord. Donc ça se passera quand Léa va faire la vente de son logement loué. Et chez le notaire, c'est ce qu'on fait avec tous les jours, c'est ce que font les notaires de France. On va faire le prorata de loyer. L'ancien propriétaire va rembourser à Léa le loyer en cours. On va s'occuper du dépôt de garantie, savoir où est le dépôt de garantie qu'il faudra restituer à ce locataire quand il partira.
suffira. Et ça, c'est le job du notaire. Si elle est chimiste, ça peut aider. Non, non, mais en tout cas, c'est une question à tiroir, mais la réponse est très claire. Merci beaucoup. Nathalie Cousy-Goussias, une autre question de Jeanne de Strasbourg. Jeanne est mariée sous le régime de la séparation de biens. Elle est propriétaire de l'appartement familial. Problème, elle et son mari envisagent de divorcer. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est moins bien. C'est plus triste. Jeanne, elle veut vendre le bien, mais son conjoint s'y oppose. Est-ce qu'il en a le droit ? Eh oui. Et bon ? Et oui, chers amis. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de Français font des contrats, et notamment des contrats de séparation de biens. Alors, c'est pas du tout une méfiance. Il faut vraiment se garder de cette idée, je fais un contrat parce que je me méfie ou je veux garder mes petits sous. On parle de la résidence principale. Mais là, je vous parle aussi de la résidence principale. Mais en fait, rappelons que la séparation de biens, ça suppose un contrat à passer par devant notaire, et a priori, chacun est indépendant sur ses biens. Donc, on se dit, cette jeune femme, elle est propriétaire de sa résidence principale, elle va pouvoir le vendre seule. Sauf que, quel que soit le contrat de mariage que vous avez adopté, il y a des règles du régime primaire en France qui s'appliquent à tous les époux qui sont sur le territoire français, d'ailleurs, quel que soit leur régime matrimonial. Et notamment, pour la résidence principale, il s'agit de l'article 215, alinéa 3 du Code civil, que connaissent bien les notaires de France. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vend sa résidence principale et qu'elle est mariée, eh bien, la vente doit automatiquement recueillir l'accord de son conjoint. Et même s'il n'est pas propriétaire. Même s'il n'est pas propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'il aura droit à quelque chose sur le prix de vente, mais ça veut dire qu'il doit donner son accord pour que concrètement, ce que veut éviter le droit, c'est qu'en cas de dissension du couple, en revenant du travail, un soir, on voit les valises avec un nouvel occupant dedans. Donc, il faudra impérativement l'accord du conjoint. Et inutile de vous dire que cet article, il prend toute son ampleur, surtout en cas d'instance en divorce, puisque effectivement, c'est là où le couple est en pleine dissension et ne se parle plus. Et il a été rappelé par les tribunaux que le mariage, il dure jusqu'au jour où le divorce est définitif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une instance en divorce si elle dure longtemps, même si les époux sont séparés, le tribunal considère que c'est toujours la résidence principale, puisque tant que le divorce n'a pas été présenté. Mais c'est fondé sur le droit de secours entre époux, c'est ça ? Oui, tout à fait, et sur l'intangibilité de la résidence principale. Alors, ça n'existe pas pour les partenaires pacsés ou les concubins, chers amis. Donc là, pour Jeanne, est-ce qu'il en a le droit ? Oui. Oui. Cette situation, du coup, paralyse Jeanne. Paralyse un petit peu, possiblement. Alors, cette situation est bloquante. Alors, il y a quand même des garde-fous que donne le code justement civil, toujours tiré du régime primaire, c'est qu'on peut saisir le juge aux affaires familiales, parce que c'est le juge de la famille, pour se faire autoriser à vendre le bien. C'est les articles 217 et 219 du Code civil qui permet de s'opposer à la résistance de l'époux dès lors qu'elle est abusive. Il va falloir prouver effectivement que c'est dans l'intérêt de la famille de vendre ce logement. Merci beaucoup pour les réponses à Jeanne et à Léa. Vous faites comme eux, vous posez vos questions à nos experts sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Merci beaucoup Nathalie Cousy-Goussias, notaire à Paris. Et on vous trouve facilement sur Internet. Oui. Absolument. Alors, merci beaucoup. Merci. On va se retrouver d'ailleurs, normalement, le mois prochain, si tout va bien, pour une nouvelle saison, une continuité de saison, mais sur l'année 2024. D'ici là, couvrez-vous bien parce que... 3. 2023. Oui. Il veut déjà être aux Jeux Olympiques. Oui, 2023. Oui, 2023. Non, mais voilà. 2023. Déjà 2023. Voilà. Couvrez-vous bien. Il fait très froid dehors. Prenez soin de vous et surtout reposez-vous pendant les vacances. Merci Nathalie Cousy-Goussias. Merci. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Rebonjour, suite de notre discussion avec l'ANA et toujours accompagné de Martin Lagan, porte-parole de l'ANA. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci. Voilà, on a assisté, effectivement, on a pris des conseils auprès de nos experts, c'est très bien. Guillaume, on va parler maintenant d'un truc qui n'est pas drôle du tout, mais alors vraiment pas drôle du tout. C'est les arnaques c'est incroyable, hein, les arnaques à la rénovation énergétique, les faux prophètes. Franchement, c'est des marchands de rêve. On le sait, les travaux de rénovation sont un terrain propice. C'est marrant, hein, dès qu'il y a un système de primes, il y a toujours des effets d'aubaine qui se créent. Et effectivement, c'est très propice aux arnaques, hein, Guillaume. Oui, c'est propice aux arnaques, aux litiges, voire aux arnaques. Et d'après d'ailleurs une récente étude du bureau d'études, une récente enquête du bureau d'études
Specti, le taux de non-conformité dans les travaux de rénovation énergétique atteint 51% spécifiquement pour les isolations des combles et près de 36% pour les isolations des murs, non-conformité. Alors voilà, bon, question simple, mais à la fois compliquée, j'imagine. Comment faire face à cette inflation d'arnaque sur le secteur, monsieur Lagan? Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cet article. On vous sollicite, vous tout à fait, de la rédaction de Capital. C'est vrai qu'on a un vrai enjeu à non seulement massifier le nombre de travaux de rénovation énergétique, mais en plus à faire des travaux de qualité. Alors l'enquête porte sur les travaux réalisés par les C2E, donc notamment l'isolation des combles. MaPrimeRénov' ne finance pas l'isolation des combles. C'est vrai. Mais néanmoins, on a un enjeu collectif à ce que lorsqu'un ménage fait faire des travaux de rénovation énergétique, il soit satisfait de la qualité des travaux qui lui soient livrés. Et donc on a un vrai enjeu, notamment pour la filière pro, à continuer à monter en compétences, à former, à recruter encore plus d'ouvriers pour pouvoir répondre à la demande et y répondre avec un niveau de qualification important. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais il y a encore un gap pour continuer à monter en qualité. Vous l'avez dit, dès qu'il y a des aides publiques importantes, il y a des effets d'aubaine, il y a des acteurs plus ou moins bien intentionnés qui se développent et il y a un vrai risque pour nos concitoyens d'être victimes d'arnaques. Je crois que le meilleur moyen d'y prévenir, c'est d'abord de faire de la prévention et de rappeler que jamais l'administration ni l'ANA ne démarche qui que ce soit par téléphone ou devant chez vous. L'ANA ne démarche pas pour des travaux. C'est souvent comme ça que ça arrive. C'est souvent comme ça que ça travaille. Alors, le démarchage téléphonique est interdit, mais on voit qu'il y a encore des acteurs. Il y a des gens qui appellent « Bonjour, c'est l'ANA ». Ça arrive quotidiennement. Donc, grande vigilance pour vos téléspectateurs. On peut le dire, l'ANA, dès que vous l'entendez au téléphone, bonjour, c'est l'ANA, c'est une arnaque. Hein. Tout à fait. Présente sous. Alors souvent ils ne disent pas l'ANA parce non. que nous après on les poursuit, mais ils trouvent toujours l'agence de l'habitat ou l'agence nationale pour la rénovation énergétique de l'habitat. Enfin voilà, ils trouvent toujours, donc grande vigilance dès que vous êtes démarché. Et puis après il y a 3 règles d'or. D'abord, ne jamais se précipiter. Toujours prendre le temps de bien préparer son projet, de comparer, de solliciter plusieurs artisans pour pouvoir comparer les devis. Ne jamais rien signer dans la précipitation, c'est le meilleur moyen d'être victime d'une arnaque. D'ailleurs très méfiant à l'égard d'acteurs qui seraient peut-être un petit peu trop agressifs ou qui vous mettraient une certaine pression pour signer rapidement. Donc toujours prendre le temps de la réflexion. Ensuite, bien préparer son projet en amont de la signature des devis. Et donc c'est là où on va pouvoir parler de France Rénov' pour construire son projet en fonction de vos besoins et de vos moyens. Et puis, une fois qu'on est lancé dans le process, être vigilant jusqu'à la fin du chantier, et notamment à la réception du chantier, ne rien signer si vous observez quelque chose qui vous paraît irrégulier ou mal fini. Et lorsque vous constatez des irrégularités, vous pouvez saisir la DGCCRF, donc la Direction de la répression des fraudes, à travers le site signalconso.gouv.fr. Et par ailleurs, lorsque ça va vraiment jusqu'au contentieux et que vous voulez vous défendre parce que vous avez été victime d'une arnaque, vous avez pour ça les maisons du droit qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Et puis ça, c'est quand ça tourne mal, mais pour éviter que ça tourne mal, pour que vous fassiez réaliser des travaux en toute sérénité, les ménages doivent savoir qu'ils ont à leur disposition un service public, c'est France Rénov', qui est là justement pour vous donner des conseils neutres et indépendants pour vous permettre de réussir votre rénovation énergétique. Alors, on va revenir sur le sujet du parcours. Tout à fait. Proposé pour les particuliers via le guichet France Rénov'. On l'a fait. Et franchement, je vous le dis très honnêtement, c'est plutôt très bien fait. C'est gentil, merci. Non, mais je l'ai fait pour une chaîne de télé et franchement, on l'a testé, on a renseigné, on a pris des vraies situations. C'est pas là que ça déconne. C'est pas là que ça déconne, c'est après que ça déconne. Parce que le problème, en fait, c'est... et là, je voudrais vraiment que vous reveniez sur le processus. Le problème, c'est qu'à partir du moment où alors je vous le dis, on a fait le quantum, on a évalué, et c'est plutôt très précis. Le problème, c'est après, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut trouver les artisans. Puis il faut les bonnes dates. Et puis les artisans labellisés. Il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a beaucoup qui ne le sont même plus. Le problème, c'est comment on fait pour savoir que tel artisan qui est labellisé RGE, on va y revenir, est toujours d'actualité, parce qu'il faut savoir que cette labellisation, elle est reconduite tous les ans. Et il y a eu de nombreux cas de personnes qui l'ont eu une seule année et après, ils l'ont perdu parce que tout simplement, il y a eu trop de problèmes avec leurs travaux. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à l'estimation, ça marche bien. Jusqu'au quantum, ça marche bien,
Mais dès qu'il s'agit d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'ils font pas de la maîtrise d'ouvrage, les gens, ils savent pas, ils n'ont pas le temps, ils bossent la journée, etc. Et là, c'est l'enfer. Est-ce que vous pourriez nous dire, justement, pour retracer le parcours, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent, une fois qu'ils ont eu le check de votre site, pour vraiment faire les bons choix, quoi. Tout à fait. Parce que leur projet, il est clair, hein, mais s'il n'y a pas les bons artisans en face, c'est galère, quoi. Donc, vous l'avez dit, France Rénov', en fait, c'est le guichet unique de l'amélioration de l'habitat et notamment pour la rénovation énergétique. C'est un service public qui a été lancé en janvier 2022, donc qui est récent et qui a permis en fait d'unifier les différents guichets qui existaient déjà, qui se déployaient sur le territoire, notamment grâce aux collectivités territoriales, sous un label unique France Rénov'. Juste un petit mot et je vous laisse poursuivre tout de suite. Bien Parce que c'est un site internet ou c'est des Alors, points j'y venais physiques justement, c'est important de distinguer. C'est quoi ce service public? Vous avez aujourd'hui une plateforme, france-rénov.gouv.fr. Vous avez un numéro de téléphone, le 0808 800 700. Et puis, vous avez 500 espaces conseils France Rénov présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, vous avez toujours, à proximité de chez vous, un espace conseil France Rénov sur lequel vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov. Vous pouvez y aller spontanément juste pour avoir, y trouver de la documentation ou des premières informations. Mais si vous voulez un vrai rendez-vous, il faut prendre rendez-vous. Et donc, ce service public, il est là d'abord pour vous informer et puis pour vous donner des conseils, je le disais tout à l'heure, neutres et indépendants pour vous permettre de construire un projet. Par exemple, voilà, je dois remplacer mes fenêtres en PVC. Changer. Non, c'est un excellent exemple. Non, mais fenêtres en PVC. Je dois refaire l'isolation des combles. D'accord ? Je dois faire une pompe à chaleur à haute performance énergétique. J'ai déjà les idées en tête. Je sais que j'ai ces 3 chantiers-là qui vont me faire descendre minimum d'1 ou 2 lettres sur les 7 lettres énergétiques. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire après. En fait, le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif de la population française. Le ménage moyen, il ne se dit pas il faut que je change mes fenêtres, il faut que j'isole mes combles, il faut que je fasse ça, ça va me faire un gain énergétique de plus 50%. Il se dit j'ai froid. Il se dit j'ai froid et je ne veux plus revivre un hiver comme ça. Alors, l'exemple des fenêtres est excellent. Oui. Parce que souvent, les gens vont dans un espace conseil France Rénov' en disant moi j'ai froid, je veux changer mes fenêtres, à combien d'aides j'ai droit? Et là, le conseil France Rénov', il va vous dire, il va vous dire attendez, d'abord, on va reprendre depuis le début. Donc, vous avez froid, c'est peut-être pas forcément les fenêtres, c'est peut-être l'isolation de la façade. Et puis, vous êtes chauffé à quoi? Au fioul, ce serait peut-être le moment d'isoler et de changer votre système de chauffage. Et donc, il va vous construire votre projet en fonction des besoins de votre logement. Et on va sortir de la réflexion par juste j'ai besoin de changer mes fenêtres par j'ai besoin de retrouver du confort dans mon logement. Et souvent, en fait, en faisant des travaux plus ambitieux, pour les ménages aux revenus très modestes notamment, l'apport financier n'est pas tellement plus important parce que vous allez bénéficier de plus d'aides parce que vos travaux sont plus ambitieux. Et donc vous vous retrouvez finalement avec votre budget initial où vous disiez j'ai tant pour changer toutes mes fenêtres. On va vous dire mais en fait avec tant vous pouvez faire beaucoup plus. Donc on a donc une prise en main globale. Tout à fait. Et donc j'en reviens sur mon parcours. Alors, l'important. Le parcours. Vous allez sur la plateforme france-rénov.gouv.fr. Vous pouvez avoir les estimations dont vous parliez et trouver surtout les coordonnées de votre espace conseil France Rénov'. Okay. Et donc ensuite, vous vous informez avec France Rénov' pour construire votre projet. Vous avez des rendez-vous et on vous fait un peu du sur-mesure en fonction de vos besoins. D'accord. Et après, soit vous êtes autonome dans la réalisation de ces travaux, soit vous dites, moi j'ai besoin d'être accompagné. Et c'est là où entre en jeu l'accompagnateur Rénov'. C'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Hein. Exactement. Et c'est là où on rejoint la question de Sylvain. Je peux être autonome, mais là vous n'allez pas m'aider à me dire... Si vous êtes autonome, en fait, vous... C'est quoi autonome? Je choisis moi-même? Oui, vous vous sentez capable de... dossier. Vous êtes capable de réaliser vos travaux, enfin pas de réaliser, mais de faire réaliser, de gérer vos artisans par vous-même, de faire vos demandes de devis, vos démarches. Et l'espace Rénov', est-ce qu'il lui dit, attendez, je vous recommande si vous êtes autonome, faites faire 3 devis, l'espace Conseil France Rénov', en discutant avec le conseiller, vous allez bien voir si vous vous sentez d'attaque pour le faire tout seul. Vous avez l'air de bien connaître les travaux, donc vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir un accompagnateur Rénov'. Un autre ménage va se dire oh là là, mais moi en fait, il y a la question financière, mais surtout faire des travaux, j'en ai pas envie, je le sens pas, je sais pas à qui m'adresser, comment je fais? Et donc là, on vous oriente vers un accompagnateur Rénov'. Oui. Alors qui c'est cet accompagnateur? Alors l'accompagnateur Rénov', il peut être dans cet espace qui conseil devient France obligatoire en 2023. Ouais. Hein, ça c'est fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Et donc, cet accompagnateur Rénov', en fait, il a plusieurs missions. D'abord, il va auditer votre logement. Donc c'est gratuit. Ça peut être pris en charge par... non, c'est pas gratuit. C'est payant. Et puis, vous avez des aides qui vous permettent de le prendre en charge selon que vous avez des revenus très modestes. Ça va dépendre en fonction des territoires. C'est pas encore fixé. Et puis, ça dépend aussi des territoires. Il y a aussi des aides qui abondent, les aides de l'ANA. Donc, tout Pardonnez-moi, on vous bombarde de questions, mais c'est normal parce qu'on veut comprendre.
mon accompagnateur rénov', est-ce qu'il se déplace sur le chantier? Alors, c'est ça la grande différence. Parce que vous allez dans votre espace conseil France Rénov'. C'est vous qui vous déplacez. L'accompagnateur rénov', il vient chez vous. Il vient chez vous, pourquoi? Pour pouvoir faire pour auditer votre logement et faire un diagnostic de, voilà, en l'état, votre logement, de quoi il a besoin. Et le chantier, est-ce qu'il va le suivre? Alors d'abord, avant d'arriver au chantier, il regarde votre logement. Il vous conseille les travaux. Il vous fait des propositions. Vous déterminez les travaux que vous voulez faire. Il peut vous aider dans le choix des devis, donc dans l'analyse des devis, pour bien vérifier que les devis sont bien détaillés, que les artisans sont bien RGE, etc. Il fait son job d'AMO. RGE. Reconnu garant d'environnement. Ça, c'est le label. Ça à retenir, ça. Hein. Exactement. Si on fait tout seul les travaux, c'est simple. Il n'y a pas de label. Il n'y a pas d'aide sans RGE. Il n'y a pas d'aide sans artisan RGE. D'accord. Et à jour, une labellisation à jour. Oui, mais s'assurer que le type est à jour. En fait, quand vous déposez votre dossier, si l'artisan n'est pas à jour, nous, côté ANA, on va vous le dire. Parce qu'on le voit. Alors, il peut l'afficher sur le devis, mais l'annuaire que nous, on met à disposition, il est à jour. Avant de faire les travaux, ça sera avant de faire les travaux, puisque vous devez impérativement déposer votre dossier avant de débuter les travaux. Donc j'en reviens à mon accompagnateur. Allez, l'accompagnateur. Il s'est déplacé. Mission technique. Voilà. Il peut vous aider à remplir les devis. Il peut vous aider à remplir dans les démarches pour déposer les aides. Donc là, c'est fait. C'est fait. Ensuite. Et donc après, on a choisi les artisans. Vous choisissez les artisans. C'est vous qui êtes maîtrise d'ouvrage. L'accompagnateur les valide. L'accompagnateur, il ne peut pas vous dire allez voir tel artisan, parce que là, il y aurait un problème de déontologie, mais il peut vous dire voilà, là, le devis, il est correct. Mais s'il voit 3 devis, qui voient un devis, par exemple, hyper bas, il peut vous alerter. Plutôt suspect. Mais il ne peut pas prendre la décision à votre place. Non, mais il alerte. Il dit tout à fait. Voilà, il alerte. Tout à fait. Et il peut également être présent à la livraison du chantier pour s'assurer que les travaux ont été bien réalisés. Il est là à la livraison, donc il n'est pas là pendant le chantier. Il peut, enfin, vous prenez rendez-vous avec vos artisans. Après, les artisans, vous les connaissez, on a des artisans de qualité en France, donc ils vont réaliser les travaux. Non, mais Martin Lagarde, est-ce que l'accompagnateur rénov' fait un travail d'AMO de visite de chantier? Et je ne parle pas de réception du chantier. Il peut être sollicité à toutes les étapes du chantier. D'accord. Donc il peut faire des visites de chantier. C'est ce qui va dépendre de cette tarification aussi. D'accord. Exactement. Et puis après, c'est hyper important. Donc avec l'accompagnateur rénov', finalement, vous êtes accompagné depuis le début de votre projet jusqu'à la livraison de votre chantier. Et puis il y a le cas de ceux qui sont autonomes. Et donc ceux-là, ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnateur rénov'. D'où l'importance de faire attention à la labellisation RGE. Mais ça, vous l'avez sur le site. Et donc toujours bien rappeler que ce soit pour les certificats d'économie d'énergie ou pour MaPrimeRénov', les dossiers doivent être déposés avant de débuter les travaux. Qu'est-ce qui change en 2023 avec l'accompagnateur? Il devient obligatoire d'un coup, mais pour tous les travaux ou certains types de travaux? Avec MaPrimeRénov', on a réussi à lancer une dynamique en faveur de la rénovation énergétique. Donc on est passé à 750 000 dossiers par an, c'est énorme. Aujourd'hui, notre enjeu, donc la massification des travaux, elle est faite. C'est quelque chose de réussi. Maintenant, l'objectif, c'est de réussir à monter en qualité et de réussir à massifier l'accompagnement pour finalement avoir des rénovations performantes. Et vous avez réussi à les recruter, les accompagnateurs? Alors, au 1er janvier 2023, il y a déjà des accompagnateurs rénov'. Ce sont les opérateurs de l'ANA ou les espaces conseils France Rénov' qui proposent des missions d'accompagnement. D'accord. Et en septembre, on va élargir à d'autres articles, comme les cabinets d'études ou les architectes qui pourront accompagner le plus grand nombre de nos concitoyens. Martin Lagarde, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Comment accélérer? C'est un vrai sujet. Il y a très très peu de dossiers, c'est une catastrophe. On peut comprendre pourquoi. Hein. Encore une fois, c'est pas dirigé contre l'ANA, bien sûr. Hein. Mais c'est une catastrophe pour le logement collectif, hein, parce qu'il y a vraiment des vrais passoires thermiques. Ça devient impossible à vivre au sein des immeubles en logement collectif. Pour le coup, effectivement, on a un problème qui n'est pas lié au litige, mais qui est lié à des profonds désaccords et des incompréhensions au sein de la copropriété, entre copropriétaires eux-mêmes, mais aussi avec les syndics de copropriété, qui sont un peu désarmés aussi, quelque part. Pas tous formés, il faut être très clair, il faut dire la vérité. Tous les syndics ne sont pas égaux là-dessus. Ils n'ont pas le même niveau de formation. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande beaucoup, souvent, de prendre des syndics qui sont notamment syndiqués, UNIS, FNAIM, parce qu'ils sont très engagés sur ce processus-là. La réforme qui viserait à simplifier les votes, vous savez, vous en avez entendu parler, je crois que c'est le ministre Klein qui l'a porté, qui viserait à simplifier les votes au sein des AG pour qu'on ait une majorité, on va dire, ordinaire, hein, c'est bien ça, hein, je crois, pour ce type de travaux. Est-ce que cette réforme-là, qui vise à changer le mode de vote des travaux, parce que c'est un vrai sujet, il fallait avoir l'unanimité pour avoir le vote des travaux. Est-ce que ça a une chance de voir le jour, selon vous?
Et puis un mot sur le collectif, parce que voilà. Sur la rénovation énergétique dans les copropriétés. D'abord, moi, je ne partage pas tout à fait votre catastrophisme. On sort de 2 années de Covid, où donc il était difficile de réunir les assemblées générales. On les réunissait par visioconférence. Et donc, pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà vécu une AG, vous savez que c'est très compliqué de voter des travaux qui sont des montants importants en visioconférence. Souvent, les gens se disent, moi, j'attendrai quand même qu'on puisse en discuter. Je vous coupe 2 minutes. C'est pas de la provocation, mais c'est un constat. On voit bien que MaPrimeRénov' CoPro, ça fonctionne pas. MaPrimeRénov' CoPro, ça fonctionne très bien. MaPrimeRénov' CoPropriété, l'année dernière, elle a permis de rénover 12 000 logements. C'est 12 000 logements, d'accord. L'année dernière, cette année, on va faire probablement 2 fois plus. Oui, c'est ce qu'on disait, 90% c'est de la maison individuelle. Donc il y a une vraie dynamique. Il y a une dynamique qui prend. Exactement. Et sachant que ce sont des rénovations qui sont 12 000 garanties. sur combien Alors, on a un vrai enjeu sur la rénovation des copropriétés. On est d'accord, il y a 9,7 millions de logements en copropriété. Donc c'est énorme. Elles ne sont pas toutes en passoire énergétique, mais quand même, il y a un vrai enjeu. Donc besoin d'accélérer, besoin de s'inscrire dans la durée, parce que la décision des travaux en copropriété, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, les copropriétés ont besoin d'avoir de la visibilité. La réforme de la gouvernance pour les copropriétés, du coup, c'est plutôt un bon signe. Tout ce qui peut aller dans le sens d'un assouplissement des règles de la copropriété. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que dans une copropriété, comme il faut l'unanimité. Il suffit qu'il y en ait un qui veut pas. Pas tout à fait. Enfin, ça dépend des travaux. Pour vous, c'est quoi les clés alors du coup si vous soutenez? D'abord, c'est pouvoir donner de la visibilité aux propriétaires sur le fait qu'ils auront droit à une aide. Souvent, le crédit d'impôt, vous savez, les gens disent... C'est quoi? C'est une année pour voter les travaux et ensuite, c'est quoi? Généralement, ça s'inscrit sur 3 ans, la rénovation d'une copropriété. Donc, ce qui explique qu'on n'a pas des chiffres éloquents. Voilà. Du côté de MaPrimeRénov'. Nous avons des chiffres en forte croissance et l'ensemble des enveloppes budgétaires sont consommées. Donc on est vraiment sur et on voit bien que de plus en plus de copropriétés s'emparent de MaPrimeRénov' copropriété et on voit nous les dossiers qui sont en train d'être préparés. Et alors juste sur MaPrimeRénov' copropriété, si vous voulez, c'est une aide collective qui est versée au syndicat de copropriétaires. Et donc c'est plus une aide individuelle où chacun a à remplir un dossier en fonction de critères personnels. Là aujourd'hui, c'est un dossier déposé par le syndic, une aide versée au syndicat de copropriétaires et qui ensuite est répartie à l'ensemble des copropriétaires selon les tantièmes. Et donc, que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous avez droit à une aide. Et donc ça, dans le passage à l'acte, dans le vote des travaux, ça va être très déterminant parce qu'il n'y aura plus cette dichotomie entre... Sylvain, c'est quoi les clés pour accélérer on devait accélérer pour c'est donner de la visibilité sur les aides et les inscrire dans le temps, c'est ce qui est fait en ce moment par le gouvernement. Et 2, en effet, tout ce qui peut permettre d'assouplir les règles. Le ministre, je laisserai le ministre présenter sa réforme. Ça, c'est au ministre de décider. Le ministre, si un jour on le voit, et on serait très content de le voir, mais... Et dernier point, il y a quand même un sujet sur... le reste à charge et notamment pour les copropriétaires modestes. Donc, soutenir les copropriétaires les plus modestes avec des aides peut-être un peu bonifiées. Et ça, c'est en cours de réflexion. C'est déjà le cas, mais on regarde si on ne peut pas augmenter un peu plus cette bonification. Et surtout, après, il y a la question du reste à charge. Et donc, on a un besoin d'un engagement des acteurs bancaires pour pouvoir financer ce reste à charge avec des prêts collectifs notamment. Merci beaucoup, Martin Lagan. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, et on retrouve d'ailleurs toutes les informations portées par l'ANA sur votre site. Voilà, et c'est pas AA mais ANA, parce que notre producteur préféré, il a confondu ça avec un groupe suédois. T'étais pas né à l'époque. Voilà, et surtout sur france-renov.gouv.fr. Voilà, oui. Et france-renov.gouv.fr où on a toutes les informations. Martin Lagan, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Agence nationale pour l'habitat et bravo, vous êtes plutôt bien défendu. Merci beaucoup. Pour un bel exercice. En tout cas, j'ai tout compris, ce qui est une très bonne chose. Parce que si j'ai compris, forcément, vous avez compris. On enchaîne tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, 44e numéro, et oui, déjà 44, avec toujours, comme chaque mois, le point juridique de l'Agence nationale pour l'information sur le logement avec sa directrice générale. Bonjour Roselyne, comment ça va ? Bonjour messieurs, très bien. Alors Roselyne, nous allons aujourd'hui parler de, on va dire, de nouvelles incitations pour 2022 qui se termine. Surtout 2023. Mais surtout 2023, notamment pour tous les travaux à faire pour les bailleurs, beaucoup d'enjeux pour cette nouvelle année, et notamment avec la loi énergie-climat. Oui, alors on va refaire un tout petit peu d'histoire, mais bon, une histoire qui n'est pas si ancienne que ça. Donc, une petite loi énergie-climat du 8 novembre 2019, une loi climat et résilience du 22 août 2021. Et là, ces textes, ils vont inviter les bailleurs à faire des travaux.
des travaux pour mettre en conformité avec les normes de décence énergétique. Donc, je pense que tout ça, on l'a bien en tête. C'est-à-dire que les conséquences directes, c'est je ne peux plus augmenter mon loyer, donc pour les baux signés ou les baux renouvelés ou reconduits à partir du 24 août, et à terme, une interdiction de mise en location. Donc, avec un risque qu'on a bien identifié de sortie du parc. Mais surtout, c'est qu'on va contraindre les bailleurs, là on les avait invités jusqu'à maintenant, mais maintenant il y a une vraie contrainte pour les bailleurs de faire ces travaux pour pouvoir respecter ces fameuses normes de performance énergétique. Donc évidemment, à compter du 1er janvier 2023, on sait que le logement doit respecter un seuil de performance, c'est 450 kW par mètre carré par an d'énergie finale. Et on sait qu'à partir de 2025, on va raisonner en matière d'étiquettes, les étiquettes DPE. Donc là, on devra être classé entre A et F. Et puis en 28, ça sera entre A et E. Et en 34, entre A et D. Bien sûr. Sur l'outre-mer, on a un petit calendrier qui est légèrement décalé en 2028, puisqu'il y a des dispositions particulières sur ce territoire. Donc, à compter de 2025, peut être loué un logement A et F. Compter du 1er janvier 2028, entre les classes A et E. Et en 2034, entre A et D. C'est très clair pour tout le monde. Alors, pour aider ces travaux de rénovation énergétique, on a des aides nationales, mais aussi des aides locales. Elles se cumulent aussi ? Alors, exactement. C'est-à-dire que tout le monde connaît MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est une aide nationale qui est destinée aux bailleurs. Mais en complément, les collectivités territoriales peuvent octroyer des aides pour aider les bailleurs à mettre en conformité leur logement. Donc surtout, n'hésitez pas à consulter le site de l'ANIL qui recense plus de 1500 aides aux travaux. Alors, ce n'est pas que pour les bailleurs, il y en a pour tout le monde. Mais parmi celles-ci, certaines sont éligibles, les bailleurs y sont éligibles. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de rappeler que pour un bailleur, faire des travaux, il y a des enjeux aussi de fiscalité parce qu'il y a des choses qu'on peut déduire de ces revenus fonciers. Il n'y a pas que les aides à solliciter. En fait, c'est un plan de financement qu'il faut carrément établir avec quel type d'aide je peux solliciter, quels sont les impacts éventuels sur le loyer, et puis fiscalement, est-ce que je pourrais déduire certaines choses ? Bien sûr. Alors, vous avez aussi, bien évidemment, on a tout l'arsenal. Vous avez parlé de déficit foncier, vous avez parlé de cumul des aides. Est-ce que le chemin balisé pour les propriétaires ou les occupants, il est assez simple quand même pour s'y repérer dans tout ça ? Alors, évidemment, il y a beaucoup de communication aujourd'hui sur ces différents dispositifs. Mais ce qui est peut-être le plus marquant, c'est que la loi de finances rectificative pour 2022, elle est venue apporter, je dirais, une modification significative en matière de déficit foncier qui était, je pense, demandée depuis de nombreuses années. C'est très clair. Par les professionnels de l'immobilier, notamment. Une grosse avancée, ça. C'est une véritable avancée, puisque là, on est sur un doublement du seuil d'imputation du déficit foncier sur le revenu global, mais pour les dépenses uniquement de rénovation énergétique. Alors, donc ça, faut que ce soit lié à la rénovation énergétique. Certains types de travaux. Pas tous les travaux. D'accord. Il y a une liste Alors, simplement rappeler, on va faire un tout petit peu de didactique. Le revenu foncier, il est constitué, donc, lorsque les charges, elles excèdent le revenu foncier perçu par le bailleur, c'est-à-dire que on fait plus de travaux, par exemple, qu'on encaisse de loyer. Voilà, j'ai 100 loyers, j'ai 150 de dépenses. Et ce déficit, on va l'imputer sur ces autres revenus, on appelle ça le revenu global. Donc, par exemple, vous êtes salarié. Donc, ça va permettre de gommer une partie de vos autres ressources. Donc, du coup, on va payer moins d'impôts. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, avant, le seuil, il était de 10 700 €. C'est-à-dire qu'on pouvait reporter le déficit. La masse taxable. Ah, exactement. Ce n'est pas l'impôt lui-même. Non. Il faut le rappeler. Que par exemple, s'il y a 100 de dépenses et 50 de loyer, les 50 ne sont pas à déduire de la feuille d'impôt, mais de la masse qui permet de taxer. De la masse sur laquelle on va imposer. Donc, on va peut-être sauter de tranche. On va peut-être... Absolument. Passer une tranche inférieure, ce qui peut être intéressant. Donc là, c'est la loi de finances rectificative donc, qui est toute récente, puisqu'elle a été publiée donc, au JO début décembre. Et du coup, elle double. Donc, on fait une multiplication par 2. Donc, on passe à 21 400. Sous réserve, donc, comme on le disait, que le bailleur il s'engage à faire des travaux de rénovation énergétique qui va passer le logement d'une classe soit E, F ou G, donc au sens EFG, de notre DPE, donc référence à notre code de la construction et de l'habitation, à une classe A, B, C ou D.
D'accord, A, B, C ou D, donc Ouais. c'est très très clair. Et donc du coup, c'est un petit coup de pouce, on va dire, pour les propriétaires bailleurs quand même. L'objectif, c'est vraiment inciter les bailleurs, c'est-à-dire que en plus de l'aide, en plus des aides locales, ils se sont dit, on va encore faire un geste. Tout ça est cumulable. Mine de rien, Ouais. voilà, imaginons qu'il y a 3 000 € de déficit foncier ou 4 000 € de déficit foncier, ça vous fait sauter une tranche. C'est ça. Donc du coup, c'est quand même. Alors c'est on pas attend neutre quand du même tout. un décret Oui. pour venir vraiment nous préciser, je pense, les travaux, le détail des travaux. Donc ça, on le suivra avec attention. Et c'est vrai que finalement, cette mesure, elle est vraiment en cohérence avec ce qu'avait prévu la loi Climat Résilience, qui interdisait la location des logements G à partir du 1er janvier 2025. Donc ça veut dire que là, on est les F en 2028. Ça veut dire que là, on se dit, alors ça va pouvoir s'appliquer aux devis qui sont acceptés à compter du 5 novembre, donc 2022. depuis déjà acceptés là, Oui. qui seront concernés, et les dépenses qui seront engagées entre le 1er janvier, il faut qu'elles soient acquittées, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Acquitté, c'est-à-dire payé. Payées. Ouais. Et imaginons, Travaux vous réalisés. faites des travaux, Ouais. Ah oui. il va falloir justifier que la note, elle a changé. Oui. Donc il va falloir que le bailleur justifie qu'il a changé effectivement de note, et donc ça au plus tard le 31 décembre 2025. Si ça n'avait pas été le cas, c'est-à-dire que les travaux ne sont pas performants par exemple, il peut y avoir une reprise, ils seront reconstitués ces revenus et ils seront réintégrés aux revenus du bailleur. Donc il y aura un contrôle. Alors s'il le fait en 2023, travaux effectués, Ouais. il peut bénéficier donc du déficit foncier. Et en 2025, c'est ça Alors il aura un délai. Alors je pense En que fait, le décret il aura 2 ans pour faire un DPE qui pour homologue, justifier voilà, le fait changement de note. qu'il a sauté de 2 lettres énergétiques. S'il est AG, il faut qu'il soit AD, quoi. C'est ça, c'est-à-dire Voilà. qu'il faut que de toute façon on fasse disparaître du parc Donc, obligatoirement pour nos FG. résumer, on a le 1er janvier 2025, donc là on a un compteur qui tourne jusqu'en 2034, et bien évidemment maintenant pour coup de plus ou coup de boost supplémentaire, sans faire de mauvais jeu de mots pour les propriétaires, avec un déficit foncier qui est vraiment élargi effectivement aux travaux de rénovation énergétique. C'était quand même plutôt ingénieux de la part de l'État pour le faire. Voilà, c'est effectif donc depuis le 5 novembre 2022. Alors, c'est les devis qui sont acceptés, mais il faudra effectivement engagé, que les voilà. dépenses soient acquittées en 2023, 2024 ou 2025. Donc, les bailleurs, dépêchez-vous. Ah, voilà, dépêchez-vous, c'est la Merci. c'est la bonne idée. Merci Roselyne, on va se retrouver Roselyne. le mois prochain, on sera en 2023 justement, on sera en Exactement. plein dans l'obligation. D'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous, réchauffez-vous, reposez-vous pendant ces fêtes de Noël, et on va se retrouver justement avec toujours ces sujets de rénovation énergétique, et Dieu sait qu'en ce moment, l'énergie, c'est le sujet du jour. Exactement. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Les amis, rebonjour. Pour ça vous concerne, oui, ça vous concerne, deuxième formule, et vous posez effectivement chaque mois les questions à des agents immobiliers, des avocats ou des notaires. Et en l'occurrence, nous allons recevoir une notaire tout à l'heure, la star du notariat français. C'est le 4e rendez-vous de l'immobilier avec Xavier Demezois, avocat à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Sylvain. Et c'est toujours l'ami Vincent qui Ouais. préside aux destinées des questions. C'est trop d'honneur. Merci beaucoup, Mais Sylvain. je vous en prie, mon cher J'y Vincent. vais pour la question donc. Moi, je vous en Allons-y. Faites comme alors. chez vous. Xavier Demezois, une question pour vous. Elle est de Pierre sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Pierre loue sa résidence principale à Paris sur Airbnb. Est-ce qu'il est possible pour lui de louer au-delà de 120 jours par an? Et si oui, comment? 120 jours par an, Airbnb? Alors Expliquez-nous. effectivement, à Paris, on a une réglementation, et notamment dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux ou Marseille, et tout particulièrement à Paris, on a une réglementation qui est très simple, c'est que votre résidence principale, vous pouvez la louer à hauteur maximum de 120 jours par an sur une plateforme de type Airbnb en courte durée. C'est prévu par le Code du tourisme à l'article 324. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dépassez ces 120 jours, vous vous exposez à des poursuites de la ville de Paris et à vous retrouver au tribunal avec une amende qui peut s'élever à 10 000 €. Il faut savoir que pas plus tard que l'année dernière, la ville a poursuivi une centaine de personnes et les amendes sont tombées de façon assez sévère. Or,
et c'est un petit peu le talon d'Achille de la ville de Paris, il existe des exceptions pour au-delà de 120 jours, des exceptions qui sont mal exploitées et dont mon cabinet essaye d'être vigilant pour les exploiter le plus possible. C'est la faculté de dépasser les 120 jours pour 3 motifs. Le premier motif, c'est le motif professionnel. Le deuxième motif, c'est le motif médical, qui est plus rare évidemment. Et enfin, le troisième motif, extrêmement rare celui-là, la force majeure. Donc on va se concentrer sur le motif professionnel, qui est un des motifs, à mon sens, qui peut être le plus exploité par les Parisiens. Et mon cabinet a été le premier à obtenir une victoire majeure cette année, puisque j'ai obtenu une décision où ma cliente travaillait dans une clinique à La Rochelle. Donc c'était sa résidence principale était à Paris. Elle partait à La Rochelle, elle avait un contrat de travail là-bas. Et la ville de Paris l'a poursuivie en dépassement de 120 jours. Le tribunal m'a donné gain de cause en estimant que, comme c'était un motif professionnel, elle pouvait déplafonner ces 120 jours. Et la ville a fait appel et la cour d'appel a confirmé ma victoire en estimant qu'effectivement, c'était bien un motif professionnel qui répondait aux exceptions légales du Code du tourisme. Alors c'est une décision qui est majeure puisqu'elle peut faire jurisprudence potentiellement. Et aujourd'hui, elle ouvre la voie, notamment à des expatriés, par exemple, qui sont dans des pays où, là, j'ai une cliente qui est en détachement à l'ONU au Mali, un autre client qui travaille pour un groupe pétrolier. Bien, Xavier, oui. Cette personne travaille à La Rochelle, oui. Elle avait son domicile à Paris. Exactement. En fait, elle avait sa résidence principale à Paris. Et sa résidence principale, elle l'a louée en Airbnb. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Et elle a largement dépassé le quota. Elle avait dépassé le quota, mais elle était amenée, pour des raisons professionnelles, à être toutes les semaines, une ou deux jours par semaine à La Rochelle. Elle était hébergée sur place par son groupe hôtelier. Et effectivement, le cour d'appel a considéré que c'était bien un motif professionnel. Et là, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai la ville de Paris qui a contrôlé l'un de mes clients, qui est lui aussi en expatriation. Il a un contrat d'expatriation. Je ne pense pas que l'affaire ira au tribunal pour cette raison-là. Alors, il faut rester prudent quand même, parce que les gens pourraient se dire, tiens, j'ai un motif professionnel. Donc, quelqu'un qui louerait son appartement... Oui. Perso, le résidence et qui bosserait par exemple à Tours 4 jours par semaine, il pourrait. Alors justement, parce que l'idée c'est pas de laisser vide l'appartement. C'est là où il faut être très prudent et c'est là où aussi le rôle de l'avocat est important. C'est que déjà il faut que ça reste la résidence principale, mais plus loin encore, il faut, je crois, et c'est ce que j'avais commenté après cette décision, il faut vraiment faire examiner par un conseil juridique chaque cas est différent. J'ai un client, par exemple, qui travaillait au Maroc. Il avait une entreprise. C'était pas tout à fait une entreprise, si vous voulez, où il y était tout le temps. C'était un petit peu flou. Il avait son siège social là-bas, mais il n'y était pas souvent. Je lui ai déconseillé de déplafonner les 120 jours. C'est du cas par cas. Si, par exemple, vous commencez à faire du télétravail à Bordeaux, chez vos parents, non, ça fonctionnera peut-être pas de la même façon qu'un client qui a un contrat d'expatriation. Donc, j'invite les clients, j'invite surtout vos auditeurs et votre auditeur à la plus grande prudence. Et avant de dépasser les 120 jours, de se faire assister d'un conseil qui va pouvoir le mettre en garde ou non sur son risque juridique, puisqu'il faut quand même savoir, et c'est ma conclusion, que la ville a toute liberté de toute façon pour soumettre le cas au tribunal. Donc il y a toujours un risque qu'un magistrat n'évoque pas, se penche sur le sujet et estime qu'une amende peut être prononcée. Voilà, donc prudence tout de même. On est loin de la résolution sur le problème d'Airbnb. Non, mais il y a quand même 3 cas, donc pro, médical et force majeure. Et donc l'avocat est conseil là-dessus. Deuxième question maintenant, une question d'Arthur de Bordeaux pour vous, Xavier Demezois. Il subit des infiltrations d'eau en provenance des parties communes de sa copropriété. Le syndic n'entend pas y remédier. Comment débloquer la situation et obtenir réparation? C'est ce que nous demande Arthur à Bordeaux. Le syndic, c'est vraiment pas bien. Alors ça, on est sur un cas d'école. Il faut savoir déjà la règle de base, et beaucoup de copropriétaires l'ignorent, c'est l'article 14 de la loi de 65, c'est la grande loi qui organise la copropriété en France. L'article 14 nous dit quoi? Il nous dit que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres qu'il occasionne ensuite de l'origine des parties communes. Il faut savoir que c'est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que c'est une responsabilité où le syndicat n'a pas besoin d'avoir commis une faute pour que le copropriétaire puisse être indemnisé. Je donnais un cas d'école à votre client, notamment un dossier que j'ai gagné à mon cabinet il n'y a pas longtemps. J'avais une copropriété à Boulogne absolument similaire à votre auditeur. Ma cliente habitait au dernier étage, il pleuvait dans son appartement, la toiture était fuyarde. Ça faisait des années qu'elle demandait au syndicat des copropriétaires le vote de la réfection de la toiture et systématiquement la copropriété refusait ce vote et renvoyait aux calendes grecques. Le syndic était dépourvu, il faut aussi reconnaître que le syndic tentait de faire ce qu'il pouvait, mais il ne peut pas inventer de l'argent et un vote qui n'existe pas. Alors qu'est-ce que j'ai recommandé à ma cliente qui venait de perdre son locataire qui était parti à cause de la pluie dans l'appartement? J'ai fait désigner un expert judiciaire. Quel est l'intérêt de faire désigner un expert judiciaire? Le premier intérêt, c'est que déjà, il va pouvoir préserver la preuve des choses. Deuxième intérêt, c'est qu'il va pouvoir donner des instructions à la copropriété, prendre toute mesure utile, comme dirait le juge, pour ordonner
au syndicat des copropriétaires de sécuriser la zone, de faire des travaux, etc. Généralement, s'ensuit une assemblée générale extraordinaire et généralement s'ensuit un vote des travaux. Donc les travaux ont été faits dans le cadre de mon expertise judiciaire et c'est là où ça devient intéressant pour votre auditeur, c'est que mon client non seulement a pu obtenir ses travaux, mais de surcroît, grâce au rapport d'expertise judiciaire, il a pu se faire indemniser l'intégralité de son préjudice, à savoir ses pertes de loyer, les frais d'expertise, mais encore les frais d'avocat. Et mon client, il est parti avec 50 000 € d'une décision du tribunal et une toiture neuve. Donc, il y a des solutions, il y a un texte. Là encore, il ne faut pas hésiter à se faire adjoindre d'un conseil juridique qui pourra, le cas échéant, observer toutes ces étapes procédurales pour obtenir gain de cause pour votre client et pour votre auditeur. Article 14, loi de 65 et expert judiciaire. Idéalement, quand vraiment la situation est bloquée. Ok. Merci beaucoup. Xavier Demeuzois, avocat à Paris. Et votre cabinet, on le retrouve aussi sur demeuzois-avocat.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci l'ami Vincent. Merci Xavier. Merci. Toujours aussi pertinent les conseils. Et on ne saurait trop recommander à ceux qui nous écoutent de consulter les spécialistes, qu'ils soient avocats ou notaires. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency. Et bien voilà, c'est terminé pour ce 44e numéro qui va clôturer d'ailleurs l'année 2022. Il me reste à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Merci. On essaye de chaque mois de vous donner les bonnes clés de lisibilité, les bons tuyaux pour porter vos projets immobiliers. Et on va se retrouver en janvier. Ce sera le 20 janvier exactement, Guillaume. Oui, tout à fait. Il ne me reste pas à dire grand-chose à part vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous, chers auditeurs, et à toi, Sylvain. Repose-toi bien. On va tâcher de se faire de se reposer et dignement. On va dire un mot effectivement aussi pour nos équipes, notre Nicolas, Vincent, Théo, Jason, Baptiste, toutes les équipes techniques et de Capital et de Radio Imo, d'avoir participé à toutes ces émissions, à la fabrication de ces émissions. Vous ne les voyez pas, mais sans eux, on n'aurait pas, on serait tout simplement pas là. Mais aussi tout ce que vous nous apportez vous-même en nous écoutant chaque mois. Chaque fête a son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Là, on va vous souhaiter que des belles nouvelles pour le jour de l'an, pour Noël. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve en janvier. Le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital.